la nuit du jazz et du polar. L'histoire insolite et captivante d'un mariage de déraison où l'on tire sur les pianistes autour de minuit. Une histoire en double croche, racontée par Bob Garcia et ses invités. Tous les 4e mardis de chaque mois, de minuit à 6h du matin, sur IDFM 98. Notre coup de projecteur ce soir dans la nuit du jazz et du polar, un garçon aux talents multiples et variés qui n'en finit pas de nous étonner, le pianiste Laurent de Wild. Il est né à Washington en 1960, il est rentré en France à l'âge de 4 ans avec sa famille où il a fait toute sa scolarité. Il s'est mis au piano en autodidacte et a décidé de partir à New York à 22 ans pour y apprendre le jazz. Il étudie alors au Brooklyn campus de l'université de Long Island et à l'expiration de sa bourse, 6 mois plus tard, il décide de s'installer définitivement à New York, où il rejoint très vite le groupe du trompettiste Eddie Anderson. Il commence à enregistrer des disques sous son nom en 1987, puis il revient à Paris pour s'y installer, mais retourne à New York en 1992 pour y enregistrer un album en trio, Open Changes, avec Ira Coleman à la contrebasse et Billy Drummond à la batterie. Cet album lui vaut en 1993 le prix Django Reinhardt qui récompense le meilleur musicien de l'année. En 1996, il publie aux éditions L'Arpenteur Gallimard une biographie du pianiste Thelonious Monk. L'ouvrage rencontre un succès immédiat et obtient le prix Charles Delaunay du meilleur livre sur le jazz ainsi que le prix Péléas. Il est ensuite traduit et publié à New York, Londres, Tokyo, Barcelone ou encore Milan. L'année suivante, en 1987, il sort son album en trio et quartet chez Sony Jazz, Spoon a Rhythm, qui lui vaut les victoires de la musique en 1998 comme nouvel artiste jazz de l'année. Ensuite, il tourne pendant plus de 2 ans en Europe, aux États-Unis et au Japon et décide de s'intéresser à la révolution électronique qui, selon lui, redéfinit radicalement le jazz contemporain. Il multiplie alors les expériences musicales, soit en tant que leader à la tête de formations acoustiques ou électroniques, soit en tant qu'accompagnateur. Par exemple, en 2006, il joue avec Abd al-Malik, avec qui il obtient en 6 mois le prix Constantin, les victoires de la musique et un double disque d'or. Il tourne aussi avec le projet de Diane Tell autour de Boris Vian, ça s'appelait Dr Boris et Mr Vian. Il produit 4 volumes de contes d'Afrique avec Suleiman Bodj pour les éditions Milan et publie des nouvelles autour du jazz et du polar. Il participe à la coécriture et à la présentation de 2 documentaires pour Arte autour de Thelonious Monk et de Charlie Mingus. Il présente un spectacle de lecture musicale autour de textes de Jacques Gamblin, Metz Metzrow, Langston Hughes ou Herbie Hancock. 6 mois après son dernier album au son très électronique, en avril 2012, il revient en trio acoustique avec un nouvel album, Over the Clouds. À ses côtés, Ira Coleman à la contrebasse et Clarence Penn à la batterie. La session d'enregistrement a eu lieu à Paris en janvier 2012. L'album est sorti le 23 avril 2012 sur le label Gazebo. Et aujourd'hui, 9 mois plus tard, j'ai voulu faire le bilan avec lui. Choc de l'année 2012 de Jazz Magazine Jazzman, 4 clés Télérama, sélection de Jazz Afip, meilleur disque de jazz français pour TSF Jazz et sélection des meilleurs disques de l'année de Télérama. Alors le moins qu'on puisse dire, c'est que vous faites l'unanimité. Comment vous expliquez le succès de cet album ? Eh bien, pour être franc, Bob, je ne me l'explique pas, parce que je vous avouerai que quand je suis sorti de studio, au début, on devait enregistrer en 3 jours, et puis, en fait, Ira Coleman, notre contrebassiste, s'est vu appeler impérativement un peu à la dernière minute par Sting, et on ne refuse pas ses impératifs. Donc on était plus de 2 jours en studio. Le premier jour, rien de ce qu'on a enregistré ne me plaisait. J'ai un peu redressé la barre le deuxième et dernier jour, et donc ce disque s'est fait entièrement avec un répertoire complètement nouveau, appris sur place, en une journée de studio, dont un titre enregistré avec 2 batteries et 2 contrebasses, qui est aussi assez compliqué devant du temps. Donc, mon cher Bob, je suis sorti de cette session avec un sentiment d'inaccomplissement profond. Et je suis très étonné et forcément agréablement surpris par l'accueil qui a été réservé à ce disque, tout en me disant que, ah mon Dieu, si on avait eu un peu plus de temps, on aurait pu faire un truc de bien. Alors, est-ce qu'on peut revenir en 2 mots sur la genèse du projet quand même ? Parce que vous n'êtes pas arrivé en studio les mains vides, j'imagine qu'il y avait quand même quelques structures harmoniques, des thèmes même sans doute déjà écrits, vous connaissant.
Oui, oui, tout à fait. J'ai passé 2 mois à vraiment écrire le disque. Après ça, la réalisation est une partie très importante, mais c'est vrai que le choix du répertoire, comment dire, la distance à laquelle on envoie ses filets, plus ou moins audacieuse, tout ça, je l'ai calibré, je dirais, dans les 2 mois qui précédaient l'enregistrement. Ce qui est difficile, c'est d'écrire de la musique qui soit à la fois construite et libre. C'est-à-dire qu'on ait une idée très précise de ce que l'on veut atteindre, tout en laissant une entière liberté à ses interprètes de la jouer à condition que ça aille dans ce sens-là. Donc c'est vraiment ça qui est difficile, et c'est pour ça aussi qu'on a raté une première journée en studio, c'est que je me rendais compte que effectivement on n'atteignait pas les buts que je m'étais donné. Je pense qu'il y a des sessions miraculeuses qui ne sont pas préparées. Celle-ci était préparée, mais il s'est quand même passé effectivement 2-3 petites choses miraculeuses, et ça on les oublie pas. C'est-à-dire, allez, on veut tout savoir. Et la combinaison des 2 trios, double batterie, double contrebasse. Alors c'était très tendu, c'était compliqué, il y avait plus de temps, tout le monde était speed, et malgré tout il s'est passé des choses absolument merveilleuses. Alors je savais que ça pouvait se passer, et j'étais très très heureux de voir que ça se passe. Il y a eu également dans Some Kind of Blues des moments de grâce tout à fait tout à fait inattendus, et je pense qu'on a dû faire 1 ou 2 prises de ce morceau parce qu'on a touché dans le mille du premier coup. Alors je pense que c'est vraiment toute la difficulté consiste à préparer le répertoire de façon à ce qu'il soit vraiment consistant et qui donne en fait des jouets aux différents protagonistes de la musique pour qu'ils puissent jouer avec, ne pas leur en donner trop, ne pas leur en donner suffisamment peu pour qu'on se répète. C'est ça la difficulté, et après il faut jouer. Vous m'aviez raconté ça lors d'une précédente interview, un point commun avec Ira Coleman que vous avez souhaité avoir sur cet album, ainsi que Clarence Penn d'ailleurs. Quel était ce point commun et comment est-ce qu'il s'est traduit concrètement dans l'album ? Dans la phase préparatoire, Ira a joué un rôle non négligeable. On a écrit un morceau à 2, à Skype interposé. On a pas mal réfléchi sur l'arrangement qu'on pouvait donner à la reprise de Fela que nous faisons sur le disque. Ira est quelqu'un qui aime beaucoup la musique africaine et très savant dans ce domaine. Il a beaucoup travaillé avec des Africains. Il a été notamment le directeur musical du disque de Didi Bridgewater en hommage à la musique malienne, avec entre autres une apparition très très délicieuse de Oumou Sangaré. Il a produit plusieurs disques de musique africaine, donc c'est quelqu'un qui connaît vraiment son affaire, et je pense que il y a là un réservoir à idées, à rythme, à mélodie qui est extrêmement riche. Je pense que l'Afrique a eu son moment de gloire mondiale en matière de musique qui s'est un petit peu tassé, et je pense que c'est dommage parce qu'il y a encore beaucoup de choses à découvrir. Comment est accueilli ce répertoire en public ? Est-ce que vous voyez une différence entre ce que vous jouiez jusqu'à présent, qui était quand même un répertoire plus électronique, par rapport à ce répertoire acoustique qui a des sonorités effectivement qui rappellent l'Afrique ? Comment il est perçu ce répertoire par le public ? En général, ils le vivent bien. Parce que je pense que quand on a envie un peu de bouger de son siège, c'est signe qu'on s'amuse bien. D'un autre côté, ce disque est pas tombé du vide. J'avais enregistré en 2006 un disque en trio qui s'appelait The Present, dans lequel j'avais déjà entamé cette démarche, certainement de façon moins aboutie, mais je sais que justement c'est l'expérience et la pratique de ce répertoire en concert qui m'a orienté vers une exploitation plus africaine, parce que je sentais qu'il y avait vraiment quelque chose où le courant passait, quoi, à la fois dans la musique entre nous et avec le public.
J'ai pu le constater pour être tout à fait franc, puisque j'étais aux premières loges de l'Olympia quand vous avez joué sur scène dans le cadre de You and the Night and the Music. Vous avez vraiment mis le feu à cette salle. Pourtant c'était un exercice qui n'était pas facile. Vous avez 5 ou 6 minutes je crois, et vous avez réussi à enflammer toute la salle avec un de vos morceaux fétiches. Je dois dire que c'était une salle qui était prête à être enflammée. Vous savez, comme les petites briques qu'on met dans le brasero, une seule allumette suffit. Mais je dois dire que nous avons pris un certain plaisir à attaquer pied dans le phare, comme on dit. On ouvrait la soirée et on était content de l'ouvrir fort. Vous avez d'autres dates, d'autres grands rendez-vous de concerts où on va pouvoir apprécier le répertoire de cet album? Dans 2 semaines, je vais inonder l'agglomération de Vannes de mes travaux combinés, c'est-à-dire à la fois le piano ordi, le projet Fly, le trio, une conférence sur Thelonious Monk avec projection du film que j'ai réalisé pour Arte, des rencontres avec des jeunes publics. Donc là, il y aura effectivement un concert en trio à Séné. Après ça, nous allons jouer dans la région de Saint-Étienne et puis ben non, c'est dans le sens inverse, dans le coin de Saint-Fons, Saint-Étienne. Nous faisons un showcase au studio SFR le 30 janvier également, si ma mémoire est bonne. Donc le trio vit bien et continue de tricoter sa petite laine africaine dans l'hiver rigoureux. Comme c'est bien dit tout ça. Alors vous n'avez pas qu'une corde à votre arc, Laurent de Wiel, je devrais dire une corde au piano. Vous êtes à la fois, on l'a dit, écrivain, vous participez, vous travaillez sur des émissions de télévision spécialisées sur des musiciens de jazz célèbres, et vous avez aussi plusieurs spectacles en cours. Quelle est votre actualité dans ce domaine? Eh ben, la plus récente et également la plus périssable, parce que nous arrivons au terme de cette expérience, c'est le spectacle avec Jacques Gamblin, Gamblin Jazz de Wiel Sextet, qui a tourné depuis 1 an et demi maintenant. On a, de mémoire, une bonne quinzaine de dates, là, 15 ou 20 qui arrivent pour le printemps. Nous allons finir cette tournée au théâtre de Coutances, où nous l'avons commencé. C'est une façon très belle de finir une aussi grande aventure. Alors c'est un texte de Jacques Gamblin, c'est moi qui fais la musique avec mon sextet, Alex Tassel au bugle, Guillaume Naturel au sax, DJ Aléa aux machines et aux platines, qui manque Jérôme Regard à la contrebasse, Donald Cantomanou à la batterie, et donc c'est une sorte d'échange permanent entre la musique et les mots, qui s'est indéfiniment renouvelé. Et à chaque spectacle, on change quelque chose de mineur ou d'important, pour essayer de trouver une sorte de vérité qui fonctionne, dans une façon de dire le jazz à la fois avec les mots et avec la musique. Et c'est vraiment une très très belle expérience. On est tous très tristes que ça se finisse, mais à mon avis c'est un genre de serpent de mer qui ne devrait pas tarder à refaire surface dans quelques années. Alors, écoutez Bob, je peux vous annoncer l'exclusivité du fait que j'ai signé un contrat de livre avec la maison Fayard pour écrire une petite histoire des inventeurs de clavier au XXe siècle. Il s'agit bien de Lawrence Hammond, l'inventeur de l'orgamonde, de Harold Rhodes, de l'instrument bien connu, de Bob Moog, l'inventeur du synthé, et de toutes sortes d'autres figures extrêmement sympathiques de ce siècle qui a vraiment vu une explosion de la musique populaire et qui a été marqué justement par ces claviers successifs qui, à mon avis, méritent qu'on s'y attarde. Ah ben c'est super intéressant ça. Moi, en tout cas, j'ai demandé un service de presse dès qu'il va sortir et on en reparlera dans Planète Jazz. Dans un autre ordre d'idée, est-ce qu'on a la possibilité de revoir les documentaires consacrés à Thelonious Monk et à Charlie Mingus? Ah ben je suis content que vous me posiez la question, Bob. Bien sûr, sur mon site laurentdewiel.com où il y a absolument tout. N'hésitez pas à y aller et j'encourage les lecteurs à
laisser des petits mots d'appréciation ou de dépréciation sur l'espace désigné à cet effet. Merci encore à vous, Laurent de Wild, de nous avoir accordé cette interview dans la nuit du jazz et du polar. Merci Bob. On va se quitter sur un dernier morceau de votre album, dont je rappelle le titre, Over the Clouds, et le morceau s'appelle Fefe Na Efe, c'est une reprise de Fela Kuti.